Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Angola, 7e pays le plus riche du continent selon la Banque africaine de développement avec 104 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, un pays fortement dépendant du pétrole. Et le président angolais, João Lourenço, veut changer la donne en diversifiant l'économie de son pays. Mais quels sont les leviers dont il dispose? On en parle après ce sujet de la rédaction signé Victoria Sedi. 7e puissance économique africaine avec un produit intérieur brut évalué à 104 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement, l'Angola, 2e producteur de pétrole africain, se sent étouffé par les hydrocarbures. Le pétrole constitue 95% de ses exportations. L'économie angolaise, assurément l'une des plus prometteuses, reste tributaire des soubresauts que connaissent les économies dépendantes des hydrocarbures. La baisse des cours du pétrole en 2014, sous la présidence de José dos Santos, a durement éprouvé et paralysé l'économie avec un déficit budgétaire avoisinant les 6% du PIB. Au pouvoir depuis fin 2017, le président João Lourenço a déclaré la fin de l'ère du tout-pétrole. Il entend bâtir une économie résiliente portée par l'accroissement des investissements dans les secteurs clés. À ce titre, 74 sociétés seront privatisées. Le plan de développement établi sur la période 2018-2022 mise sur les infrastructures et la transformation. Le nouveau président a beaucoup de travail à faire, mais il faut avoir à l'esprit que l'Angola fait partie des pays les plus riches de l'Afrique. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas une forte structuration au niveau du climat des affaires pour soutenir tout ça. Le nouveau président doit tout faire pour libéraliser l'économie à l'intérieur du pays. Plusieurs infrastructures publiques et privées sont en cours de construction ou en extension, à l'instar de la plus grande industrie de cimenterie, la Cimangola, où 9000 tonnes de calcaire et 2000 tonnes d'argile sont extraites par jour. Le barrage hydroélectrique de Luanka fournira à terme 2172 MW d'électricité. L'agro-industrie apparaît pour des analystes comme étant un secteur important pour accroître les exportations non pétrolières et promouvoir le marché local de consommation fort de plus de 29 millions d'habitants. C'est vrai, c'est d'autant plus important qu'à partir du moment où les revenus de l'extraction ont fait exploser la richesse nationale, on a eu tendance à délaisser l'agriculture et donc, immanquablement, on a beaucoup importé en termes de produits alimentaires, ce qui coûte de l'argent à l'économie angolaise. De mon point de vue, la développer peut être intéressant à la fois pour l'Angola et pour un certain nombre d'investisseurs. En dehors de l'agriculture, le potentiel halieutique n'est pas à négliger. En plus des nombreuses initiatives menées ces dernières années dans le secteur, le développement de l'industrie de transformation et traitement du poisson fait partie du nouveau programme de gouvernement de João Lourenço. Récemment, l'achat d'un navire pour 3,7 millions de dollars a été annoncé. Le projet favorisera la hausse du volume de poissons pêchés de 528 000 à 614 000 tonnes par an. Tous ces efforts devraient permettre d'équilibrer la balance, stabiliser l'économie et réduire la forte dépendance au pétrole dont la production est prévue décroître à partir de 2019. En 2018, l'Angola table sur 2,4% de croissance selon le Fonds monétaire international qui accompagne ce processus de diversification. Les perspectives économiques pour l'Angola seront par ailleurs modestes avec 2,8% attendus en 2019. Alors, quelques chiffres pour commencer cette partie. Entre 2006 et 2010, l'économie angolaise a connu un taux de croissance de 12,6%. Et puis, la dégringolade commence avec la chute du prix du pétrole et le taux s'établit à 0,1% en 2016. C'est presque la récession. Et le président dit, ça suffit.
je veux diversifier l'économie de mon pays, et le premier levier qu'il trouve, c'est l'agriculture. C'est réellement ce qu'il faut. C'est là que se joue l'enjeu de la diversification de l'économie angolaise. Je crois que il faudrait que nous revenions sur une question qui me tient vraiment à cœur. Je ne peux pas laisser dire que la prison soit la seule réponse pour recouvrer les sommes infernales qui sont à l'extérieur. En France, la France perd tous les ans 80 milliards d'euros, et on sait qui prend cet argent. Il y a à Bercy un guichet spécial pour ces fraudeurs et ces corrupteurs qui traitent de façon diplomatique, de façon on les appelle les repentis fiscaux. Donc je pense que l'Angola aujourd'hui, on ne pourrait pas jeter la pierre à l'Angola en demandant au président actuel de mettre tous les Angolais en prison, parce que non, je pense qu'aujourd'hui, il faut demander au président de continuer sur sa ligne de sagesse, à savoir, après les 6 mois, mettre en place un guichet spécial pour ces Angolais qui ont atteint les sommets les plus hauts. Nous savons quels sont les avoirs et comment ils ont eu, de faire en sorte que par la transaction, ces fonds reviennent au pays. Ça, je tenais vraiment à le dire. Maintenant, la question de fonds, et je le dis en tant qu'expert, l'Angola souffre d'une seule chose. C'est le modèle économique. On est passé d'un modèle libéral à un modèle néolibéral. Aujourd'hui, Dos Santos est parti avec un modèle ultralibéral. Il faut revenir aux bases. Pas le résultat, mais pas le choix, parce qu'au départ, on parlait de socialisme africain. C'est ça le socialisme africain. Je vais revenir aux bases. Il faut rappeler aux Angolais que les premiers Angolais s'appelaient les Khoisan. Les Khoisan étaient organisés en société égalitaire. Les Bantous, qui furent les premiers colons en Angola, assimilèrent les Khoisan, pour ceux qui étaient pris. Les autres furent chassés vers le sud. Et c'est les Bantous qui ont organisé une société hiérarchique, et à partir de là, le toboggan s'est ouvert. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose aux Angolais et aux chercheurs africains dont je fais partie, est-ce qu'il est possible de faire coexister un modèle égalitaire et un modèle hiérarchisé? C'est une question de fond. Le seul modèle qui permet de répondre à cette question, c'est la social-démocratie dynamique. Je m'oppose à l'idée selon laquelle il faut privatiser les entreprises. Partout où on a privatisé, la richesse a quitté le pays pour l'extérieur, et la pauvreté a bondi à des sommets pas possibles. Ça veut dire quoi, monsieur Jean-Bernard Bekim? Ça veut dire quoi? Que le président qui, dans le cadre de son programme de développement 2018-2022, prévoit la privatisation de 74 grandes entreprises angolaises, n'a pas compris de quoi souffre son pays? Non, ce sont les préconisations de la Banque mondiale et de l'FMI. Nous suggérons des scénarios alternatifs au président Lorenzo en lui disant, attention, ça n'est pas la bonne voie, ça n'est pas du tout la bonne voie. Il faut pas privatiser. L'État angolais doit devenir un État stratège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit reprendre en main l'organisation de tous les secteurs économiques du pays, et de veiller en sorte qu'il y ait dans chaque secteur un acteur puissant local pour fixer la richesse locale. On ne peut pas aujourd'hui reproduire ce qui n'a pas fonctionné ailleurs en Angola. Non. Que l'État soit propriétaire des grandes sociétés non plus. Non. L'État stratège doit veiller qu'il y ait l'émergence des acteurs locaux dans chaque secteur dit stratégique. Et cet État doit définir quel est son périmètre stratégique. Sauf que de façon concrète et pratique, ça ne répond pas encore à la question du choix du modèle politique, puisque vous avez d'un côté les injonctions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, puis les besoins du marché vert. On reviendra davantage sur cette question-là. David Mayassi, votre pays, l'Angola, j'aime donner aussi des chiffres quand je parle des pays comme le vôtre, c'est 33 millions d'hectares de terres arables cultivables, agricoles. Tout à fait. Pas 4 millions d'hectares sont exploités. Vous avez toujours, depuis 38 ans, depuis 40 ans, préféré vendre du pétrole et importer de la nourriture au lieu d'en produire. Comment ça se fait? Maintenant, au moment où nous parlons, oui, la vraie priorité, c'est l'investissement dans la jeunesse.
Là, non, je vais d'abord parler de l'agriculture, puisque le président... Je sais, voilà. J'arrive. L'agriculture fait partie de tout un ensemble. Mais n'oublions pas non plus que nous sortons d'une crise, d'une période de guerre. Et les terrains... Ça fait non, c'est facile. Les terrains, effectivement, ont été minés. Mais pour les déminer, ça coûte de l'argent. Ça prend du retard. D'où notre retard à nous. Effectivement, on s'est reposé sur le pétrole, le côté le plus simple. 95% de vos exportations. 95%. Mais il y avait le diamant. On a sous-exploité. De l'or aussi. De l'or, c'est pareil. Mais maintenant, il nous faut des moyens techniques, il nous faut des investissements. Il faut des jeunes cadres formés. N'oublions pas, la plus grande richesse de l'Angola, c'est sa jeunesse. Et si nous nous investissons dans cette jeunesse-là, nous pouvons aller effectivement plus loin. L'agriculture, c'est une petite partie infime. Mais il y a plus que ça. Quand on voit le potentiel qu'il y a, ce n'est pas vraiment une petite... On peut s'étonner même que pendant 4 décennies, vous avez négligé l'agriculture. Mais c'est une bonne chose. Je vous rappelle qu'en 81, déjà l'Angolais avait de quoi faire avec l'agriculture. On était en 79 un des premiers producteurs du pétrole, du café, pardon. C'est que les gens ignorent. Le café Jinga. C'était quelle année? Donc, on peut le faire, à condition de nous donner les moyens exacts. À condition de vous donner les moyens. Et à propos des moyens, ce 28 mai 2018, votre président a été reçu en France par son homologue français. Il a voulu effectivement consolider le partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole. Vous avez même prononcé un discours devant lui à Toulouse quand il recevait la diaspora angolaise en France. Dites-nous, vous n'êtes sans doute pas spécialiste de la question, mais en quoi le modèle agricole français peut-il aider l'Angola, puisqu'il est venu demander le partenariat dans ce secteur? Bon, en quoi ça peut l'aider? C'est l'expérience. Vous avez compris la démarche de votre président? Je ne peux que comprendre la démarche du président, mais peut-être je ne peux pas être d'accord sur les 100% des accords qui ont été signés. Je n'ai pas vu quels sont les dossiers. Mais dans chaque chose, quand vous faites un partenariat, il faut quand même faire l'état général de peuple angolais qui sera bénéficiaire du système. Parce que quand ils viendront, qu'ils ne viennent pas nous imposer que l'agriculture française. Parce que nous aussi, nous avons notre agriculture. Donc, et votre modèle de production? Notre modèle de production. Et quels sont les produits prioritaires? Que ce ne soit pas qu'un terrain d'exploitation de produits pour l'exporter. Comme la Chine le fait dans certains pays. Voilà, donc ça, je pense que ce ne serait pas la meilleure façon. Et vous, dans votre discours que vous avez prononcé devant le président ici, en France, quels sont les besoins prioritaires que vous avez identifiés et qui doivent être prioritairement satisfaits? Les besoins seulement, c'est les mécanismes qu'ils mettront en place, parce que les Angolais ici formés, il y en a beaucoup. Il y a des cadres angolais. Il y a suffisamment de cadres angolais qui veulent bien travailler pour le pays. Il faut qu'ils mettent en place ces mécanismes pour que les gens s'expriment et puis donnent leur... Ça nous intéresse. Sur ces questions-là, il faut parler. Quand vous parlez de mécanismes, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour motiver? Puisque la question intéresse aussi les autres pays du continent. Que faut-il dans le contexte angolais pour motiver un médecin, un ingénieur ou un informaticien angolais à retourner dans son pays, aider son pays? C'est mettre déjà les moyens d'accueil et où est-ce qu'on peut acheminer la demande. Vous savez, quand on parle de la corruption, je ne vais pas encore revenir là-bas, il y a des gens qui sont fonctionnaires, qui travaillent pour les intérêts particuliers. Entre guillemets, ils sont là pour venir défendre l'intérêt commun d'un pays. Alors, vous pouvez leur acheminer un dossier et que les dossiers est à la poubelle. Et ces médecins-là qui ont consacré leur temps pour préparer un dossier et qui n'est pas arrivé à bon port, ils n'auront pas le courage de poursuivre. Donc, il y a des Angolais qui manifestent le désir, la volonté de retourner en Angola, servir leur pays, mais qui voient leur dossier bloqué par ces Angolais de l'administration angolaise sur place. Parce que du fait de la corruption. C'est ça? Parce qu'il y a des Angolais qui sont partis, qui ont quitté la France pour aller travailler, aller faire des démarches pour refaire une nouvelle vie en Angola, qui sont revenus de bredouilles. Et il y en a d'autres qui ont acheminé les dossiers dans des ambassades ou des consulats partout dans le monde et qui n'ont pas de résultats. Alors c'est ces mécanismes-là qui devraient mettre en place, comme dans des cadres associatifs,
Ils peuvent nous envoyer, on achemine tous ces genres de projets. Vous avez demandé Voilà. donc au président de votre pays de faciliter le retour des Angolais, Voilà. des cadres angolais, Voilà. les cerveaux Oui. angolais en Angola contribuent au développement de Voilà. votre pays et vous avez bien fait. Jean-Bernard Bikim, un constat par rapport à ce président particulier, c'est qu'il ne parle pas seulement, il agit. C'est important pour moi d'insister sur ce fait-là, dans ce contexte où beaucoup de pays aujourd'hui préparent des élections présidentielles. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé au pouvoir avant de réfléchir à ce qu'il va faire. Il savait précisément de quoi souffre son pays avant de prendre le pouvoir et c'est impressionnant. Moi, je pense qu'il faut que nous apprenions à avoir un regard différent des militaires, en général des hommes issus des forces de l'ordre. Les premiers observateurs de la vie quotidienne, ce sont eux, Les militaires, les militaires. qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on mesure... On a lutté pour démilitariser. On mesure le pouls d'une société en l'observant. Et qui est-ce qui l'observe? Je pense qu'aujourd'hui, le président actuel sait exactement de quoi souffre l'Angola. C'est vrai. Exactement. C'est très curieux d'ailleurs. C'est impressionnant. Et je pense qu'il a... Pourquoi curieux? Alors, pourquoi curieux? Mais c'est curieux parce qu'il est militaire de formation. Normalement, le militaire n'est pas rompu à la chose politique. Ah bon? Normalement, mais là, on voit un militaire, et je donne encore un exemple, comme j'aime parler des chiffres. Il vient de dire, ce n'est pas possible que nous ayons cette grande façade maritime et qu'on n'ait pas suffisamment de poissons. Et qu'est-ce qu'il décide? L'achat de navires de pêche de 3,7 millions de dollars pour que l'Angola, désormais, puisse avoir 614 000 tonnes de poissons par an. Mais c'est le bon sens, c'est le pragmatisme qui fait ça. C'est le bon sens, il faut regarder les choses en face et se dire, on a un diagnostic, que fait-on? Il a regardé le pays en face, droit dans les yeux, Oui. et il a compris qu'il y avait des failles. Il faut colmater ces failles-là. Il n'y en a pas 36 solutions. Je vous propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.